toxicité rénale des produits de contraste. Professeur Saïdani, vous avez la parole. Merci. Monsieur Hamous, est-ce que vous pensez, après ce qu'on a vu ce matin, des cas cliniques d'insuffisance rénale qui n'étaient pas connus et on pose le diagnostic comme ça, chez les patients qui n'ont pas de risque, de facteur de risque d'insuffisance rénale, est-ce qu'il n'est pas obligatoire de faire la fonction rénale avant toute injection de produits de contraste? Deux principes dont les radiologues demandaient l'urée. Maintenant, deux principes, il faut demander la créatinine de façon sérieuse. C'est-à-dire vérifier que ça a été bien dosé. C'est devenu indispensable. D'autant plus quand il y a les... Il faut la faire. Préemptive de façon... C'est pas obligatoire, mais c'est indispensable. Pour tout sujet âgé, surtout. Le sujet âgé, le problème est un peu plus compliqué. C'est des gens qui peuvent être dénutris et la fonction rénale surestimée sur la créatinine. Donc, il faut un peu de vigilance parce que chaque fois qu'il y a une comorbidité, et l'âge est une comorbidité, il faut faire très attention et je pense que les gens doivent travailler en consultant les autres, y compris par Internet ou je ne sais pas quoi. Il faut toujours demander. Deuxième question à monsieur le professeur Benziane. Vous avez la parole, allez-y. Merci, monsieur. Au fait, je vais poser deux questions à M. Hamouche et à la dernière intervenante. Vous n'avez pas parlé d'une population qui devient de plus en plus importante en néphrologie, c'est les transplantés. Ça, c'est pour les produits de contraste et les médicaments. Est-ce qu'il y a des mécanismes de prévention primaire, secondaire, et qu'est-ce qu'on doit faire? La deuxième chose pour M. Hamouche, pour les patients qui ont la maladie gouteuse, comment vous les considérez? Est-ce que c'est une contre-indication absolue ou relative? Est-ce qu'il y a des précautions? Alors, contre-indication relative, elle existe d'emblée, puisque on fait d'emblée, quand il y a un problème et un fort potentiel d'insuffisance, normalement, il ne faut pas faire. C'est ça le problème de la balance bénéfice-risque. Donc, il faut, je ne sais pas comment appeler ça, un peu de bouteille pour dire que si l'examen est indispensable, une coronographie, c'est indiscutable, mais si c'est, disons, relativement un bobo, il faut se dispenser de ces examens néphrotoxiques. Quant au transplanté, le problème est plus difficile parce que, premièrement, pour évaluer le risque, la fonction rénale, il n'y a pas de consensus pour dire quelle est la fonction relativement vraie du transplanté. Faut-il la rapporter au donneur ou au receveur? Il y a des facteurs néphrotoxiques surajoutés, sans compter l'historique du prélèvement et surtout de la reperfusion. Donc c'est un peu plus délicat. Donc il faut beaucoup plus de précautions et se limiter aux examens les plus indispensables pour les... Et chaque fois qu'on peut éviter, il faut les éviter. Mais malheureusement, on ne peut pas les éviter. Et quelquefois, il faut se remettre à Dieu. Mais on se remet toujours à Dieu. Oui, quand on peut rien Docteur faire. Kharras, vous avez pour répondre à la... Je n'ai pas abordé la transplantation rénale, car déjà mon sujet il est large, donc c'est difficile de toucher à tout. Donc pour les transplantés rénales, surtout il faut tenir compte des interactions médicamenteuses avec l'immunosuppression. Voilà, essentiellement. C'est ça. Merci. Attendez, on va organiser le débat. Vous voulez parler? Oui, c'est une question pour le professeur Hamouche. Allez-y. Voilà. Il faut lever la main pour poser. Comme ça, on va organiser. Oui. J'ai levé la main. Donc, concernant le contrôle après l'injection du produit de contraste, vous avez recommandé sur les diapos, pour le risque moyen, on fait un contrôle à J2, post-injection.
Après, par rapport au risque élevé et le risque minime, est-ce qu'on fait toujours à J2 ou c'est plutôt avant Et deuxième question, je pense que surtout pour le risque minime, c'est rare de faire un contrôle après. Je pense que c'est ça, c'est la conduite. Est-ce que possible qu'il y a des IRA qui passent inaperçus sans qu'on fasse bien sûr un contrôle après? D'abord, est-ce qu'il y a des IRA qui passent inaperçus? Je pense que ça dépend de la biologie. La néphrologie n'a existé qu'une fois qu'on a utilisé la pancarte et la biologie. On ne peut savoir que si on mesure la créatinine. Et encore, la créatinine, on a dit que c'est un outil qui retarde. En réalité, c'est 48 heures, 24 heures à 48 heures après, que la concentration dans un volume de distribution de 60%, il faut que ça monte. Il faut un certain temps pour que le niveau monte. Donc, c'est retardé. Bon, si c'est indispensable et de toute façon, il n'y a pas d'arme, on peut utiliser les nouveaux marqueurs précoces pour faire attention, mais bon, ce n'est pas de pratique courante. La deuxième question, c'était? Non, à J2 quand il y a un risque. Mais ce n'est pas mauvais de demander à J2 pour tout le monde. Hein, parce qu'on peut avoir quelques surprises. C'est pas cher, facile et ça ne rapporte pas gros, mais enfin, ça évite le gros risque. Merci, M. Hamouche. Monsieur Benabaji, vous avez demandé la parole? Non? Allez-y, donnez le micro à celle-là. Ici. Docteur Louni, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Ramesh. Je voudrais poser une question à professeur, mon ami professeur Stali. C'est pour les IEC et les ARA2. Bon, les néphrologues ont pensé que les IEC, c'était des bons gendres. Vous savez, un bon gendre, c'est quelqu'un de riche, beau et n'a pas sa maman. L'EEC et l'ARA2, c'est des médicaments efficaces, tolérants et protecteurs. Mais le problème, c'est la tolérance aujourd'hui. Si on ne prend pas la précaution, ils ne sont pas tolérants. On ne peut pas, par exemple, ils peuvent entraîner une insuffisance rénale. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens les mettent à tort et à travers. Ça veut dire que pratiquement, on ne fait pas un bilan rénal et on prescrit un ARA2 ou la NIEC. On ne fait pas d'échographie et on prescrit un ARA2 et la NIEC. Voilà pratiquement ce qu'il faut peut-être de dire aux gens de ne pas le donner s'il n'est pas indispensable. D'une part. D'autre part, c'est qu'on a entendu maintenant des études américaines qui disent que les IEC peuvent être cancérogènes. Maintenant, ils ne savent pas est-ce que c'est lui-même qui est cancérogène ou parce que quand il entraîne la toux, on fait beaucoup de radio et ça devient cancérogène. Donc, ce n'est pas des médicaments qui sont faciles à manier, d'une part. D'autre part, pour Dr Heras, bon, la théorie, c'est simple de dire de ne pas donner des anti-inflammatoires inférieurs à 30 minutes, puis la pratique, on ne peut pas le faire. Quand il y a quelqu'un qui vient avec une douleur, on ne va pas lui dire je vais protéger vos reins parce que je ne peux pas vous donner. Et lui, il vient avec une douleur et des fois, on est obligé de les donner et de les prescrire, mais avec précaution. OK. Allez-y, répondez. Docteur Kharras, répondez tout de suite. Merci, docteur Louni. Je ne suis pas d'accord avec vous. On peut donner du paracétamol à forte dose. Je peux donner les corticoïdes pour une courte durée. Et je vais essayer au maximum d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Malheureusement, on reçoit chaque jour des sujets âgés avec des insuffisances rénales. Mettre un sujet âgé en hémodialyse, la prise en charge déjà, elle est difficile. Donc, de préférence, il faut éviter ces médicaments très pourvoyeurs d'atteinte rénale. Inférieur à 30, je préfère de ne pas les donner. Je donne du paracétamol à forte dose. À 30, oui. Merci. D'accord. Kassali va répondre à la première question. Effectivement, j'étais un peu bousculé, je n'ai pas insisté sur la dernière diapositive. Quand on prescrit, donc avant la prescription d'un IEC ou d'un ARA2, surtout si c'est un sujet hypertendu ou bien qui recevait pour une pathologie douloureuse des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou bien des diurétiques,
il faut arrêter ces médicaments avant l'instauration d'un IEC ou d'un ARA2, premièrement. Deuxièmement, si on est amené à prescrire un IEC ou un ARA2, il faut au moins, au maximum, la première semaine, demander une fonction rénale et un ionogramme sanguin. Recontrôler un mois après. Et si on met quelqu'un sous IEC ARA2, au moins une fois par année, contrôler la fonction rénale. Il faut savoir aussi qu'il y a des phénomènes d'échappement aux IEC. C'est pour cela qu'on préfère plus les ARA2 que les IEC. Merci. Monsieur, donnez la ligne et puis on revient là, chez Benzian. Posez des questions et puis après ça va être Monsieur Benzian et après... Bonjour, je suis docteur Alouche. J'aimerais bien poser une question au professeur Castali. Il nous a fait une belle étude ici. Il y avait plusieurs études cliniques, vous avez cité plus d'une dizaine. Et j'aimerais savoir comment vous avez jugé de la pertinence des résultats des essais cliniques. Parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'une étude a été publiée qu'elle est fiable. Et il y avait aussi une étude clinique sur benzanil versus placebo qui a été faite en Chine. Comment avez-vous jugé que c'était une étude assez fiable pour la présenter pour une population maghrébine? Je tiens à préciser que ce n'est pas dans le cadre de la néphro, c'est juste pour mettre le point sur les essais cliniques parce qu'on n'a pas été formé pour ça. Et quand vous avez présenté les essais comme exemple, vous n'avez pas précisé quel était l'objectif principal de chaque étude. Donc on ne peut pas juger vraiment de la qualité des études. Voilà. Vous avez terminé? Merci. Oui, merci. Monsieur Castali, vous êtes harcelé par ce sujet qui est toujours d'actualité, de controverse, suivi de controverse chaque fois. Et moi, juste pour terminer, vous avez dit que les ARA2 agissaient sur les AT1, c'est ça? Et qu'ils n'avaient pas... Est-ce qu'ils ont un effet sur le bilan hydrosodé? Moi, je ne pense pas. Vous l'avez, je ne sais pas, j'ai compris qu'ils avaient aussi un effet, les ARA2, un effet sur le bilan hydrosodé. Ce n'est pas du diurétique. Non, non. C'est M. Boubchir qui en a voulu comme ça. Hein? Donc, il voulait m'embêter, il m'a donné cette question. Juste pour vous répondre que les études, donc premièrement, pour l'objectif principal, c'est toutes les études se recoupent en ayant comme objectif principal, c'est le doublement de la créatinine, l'insuffisance rénale stade terminal, donc la dialyse, ou bien la transplantation rénale, ou bien le décès. Donc toutes les études se recoupent dans cet objectif principal. Deuxièmement, pour la pertinence de l'étude, que ce soit chinoise ou ailleurs, c'est surtout la significativité statistique. C'est le P qui est inférieur à 0,05. Sinon, comment déterminer que cet élément il est statistiquement significatif ou pas, si on ne prend pas le P? Autre chose, c'est l'utilisation, que ce soit des IEC ou des ARA2, il y a eu même actuellement, c'est des études qui sont faites. On a montré du moins sur le plan rénal, diminution de la pression intraglomérulaire, diminution de la perméabilité capillaire glomérulaire. On constate qu'il y a une diminution de la protéinurie et on sait que cette hyperfiltration peut être responsable à la longue d'un déclin de la fonction rénale qui est plus important sous d'autres médicaments autres que les IEC ou les ARA2. Merci, M. Castali. M. Benzian, vous avez une question? Au fait, j'ai un commentaire et une question, si vous permettez, Monsieur le Président. Le commentaire, c'est que je ne pense pas, et puis il y a une étude dont je ne retiens pas le nom, c'est pas l'utilisation d'une seule dose d'anti-inflammatoire qui risque, c'est l'utilisation poursuivie au-delà d'une troisième, quatrième dose qui peut entraîner l'insuffisance rénale, pas l'utilisation d'une seule dose dans le cas d'une crise douloureuse. La question s'adresse à Madame Keras. Vous avez présenté le cas d'une dame de 65 ans
qui a fait une insuffisance rénale suite à l'utilisation d'un anti-inflammatoire. Et vous avez eu recours aux corticoïdes et je pense même qu'elle a bénéficié d'une biopsie, c'est ça? Où il y avait dépôt d'éosinophiles, c'est ça? Donc c'était beaucoup plus immunoallergique. Est-ce que vous avez arrêté les corticoïdes ou pas? Donc c'était une réaction immunoallergique à l'endométacine. C'est ce que vous avez conclu. C'était une réaction immunoallergique à l'endométacine. Vous n'avez pas écarté un autre facteur. Il n'y avait pas possibilité qu'elle ait pris autre chose, qu'elle ait des antécédents d'allergie. Vous avez écarté tout ça? Médicaments néphrotoxiques. Il y a juste cette notion de cholécystite aiguë pour laquelle donc, elle est traitée, elle est mise sous anti-inflammatoire non stéroïdien pendant une semaine. Donc il n'y a même pas des signes extra-rénaux qui peuvent être évocateurs de cette âgée de 65 ans. Selon elle, elle n'a jamais pris d'anti-inflammatoire. Après la réaction immunoallergique, elle met en jeu des mécanismes immunitaires humoraux et cellulaires. On peut avoir une réaction immunoallergique immédiatement après la prise du médicament, parfois après une prise d'un même médicament pour une longue durée, quelques semaines, quelques mois, parfois après une administration intermittente du même médicament. Donc c'est pas vraiment... il n'y a pas de cas typique, c'est pas exact. C'est pas de la science exacte. On n'a pas mis ce traitement antihistaminique, elle n'a jamais présenté de prurite, on n'a jamais pris de prurite. Donc, franchement, une fois on a éliminé toute explication, une fois on a éliminé, on a étudié toutes les pistes qui peuvent être à l'origine, peuvent expliquer cette insuffisance rénale chez cette dame. Donc on n'a pas hésité à mettre la corticothérapie à dose 1 mg kg jour, tellement le tableau était vraiment sévère. Il y avait plusieurs avis bien sûr. Donc on a maintenu cette dose pendant un mois, puis on a commencé la dégression rapidement. Merci. Est-ce qu'il y a... Elle a gardé une créatine à 14 mg. Dans ce cas, est-ce qu'il y a, donc, pour l'indication de la PBR, voilà, on peut compléter, enfin, si on pouvait compléter. Il y a une indication à la PBR, madame. Et professeur Saïd. Oui, c'est pas un tableau évocateur d'une microtubulaire aiguë. Et la patiente, voilà, c'est une insuffisance rénale aiguë inexpliquée, donc il y avait une indication pour compléter. Merci. Est-ce qu'il y a, pour terminer, est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Saïd Dani aussi? Vous avez une question sur quel sujet? Professeur Hamouche, concernant l'arrêt. Hamouche, il a réussi. Allez-y, pour la dernière. Concernant l'arrêt des IUC ARA2 avant d'injection de produits de contraste iodé chez les sujets à risque, est-ce qu'il y a une indication? C'est pour les INS, les diurétiques, il faut les arrêter. Mais pour les IUC ARA2, est-ce qu'il faut les arrêter ou non? Chez les sujets à risque, bien sûr, avant l'injection de produits de contraste iodé. Merci. Vous me coincez, mais à mon avis, je n'ai pas pensé à ça, mais à mon avis, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, mais je crois que mais comme il faut absolument éviter l'hypovolémie est vraie et efficace, donc on peut ne pas les arrêter. Donc. Mais c'est mieux peut-être de les arrêter, non? Merci. Est-ce qu'il y a une question pour l'intéressante communication de M. Saïd Dani? M. Saïd Dani, est-ce qu'une insuffisance rénale aiguë qui récupère après quelques mois, est-ce qu'on peut dire qu'il est guéri et qu'il ne parle pas un passage à la chronicité? Okay. Et Ben Abaji, vous pouvez.
C'est vrai qu'on sait actuellement, si un patient a fait un épisode d'insuffisance rénale aiguë, c'est un facteur de risque de développement de l'insuffisance rénale chronique. Ça, on le sait. Est-ce qu'il faut aller faire la biopsie rénale ou pas? Ce n'est pas un geste anodin, d'une part. Et d'autre part, s'il n'y a aucune trace, c'est-à-dire protéinurie, cytologie positive, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale, il n'y a pas d'indication à faire la biopsie rénale. Mais c'est un malade à revoir, peut-être c'est l'intérêt des archives des dossiers, à revoir dans l'avenir combien de malades vont refaire de l'insuffisance rénale chronique, ceux qui ont déjà fait de l'insuffisance rénale aiguë. Merci. Et pour compléter, on va donner la parole à notre doyen, M. Benabadji. Benabadji. D'autres questions? Je voulais savoir quelle est votre attitude sur le traitement par la diurétique dans le cas de l'insuffisance rénale aiguë. Où est-ce qu'on en est actuellement? À l'époque, c'était à forte dose, 1 gramme, répété. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est actuellement. Est-ce qu'on peut mettre un peu les idées au clair du traitement diurétique dans l'insuffisance rénale aiguë? C'est vrai qu'à un certain moment, on disait qu'il faut transformer l'insuffisance rénale anurique en insuffisance rénale d'URS conservée. On est plus à l'abri de complications. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de patients qui ne vont pas développer, malgré l'insuffisance rénale, ils n'ont pas une surcharge importante si on fait attention. Si les malades sont pris en charge, généralement cette surcharge, elle est plus iatrogène que de l'insuffisance rénale, malgré qu'il y a l'anurie. Parce que les patients qui sont mis en milieu de réanimation peuvent recevoir plus des apports importants et entraîner les risques de surcharge. Mais cette habitude qu'on a pris et qu'on a enseignée depuis des années, transformer une insuffisance rénale aiguë en une insuffisance rénale aiguë anurique en ADURS conservé, n'a pas tellement tenu la route avec le temps. C'est on va. Ah. C'est la dernière. Question pour professeur Saïdani. Vous avez, par rapport à la question pratique, par rapport à l'hémodialyse, dans un contexte, après qu'on a fait la PBR et tout, c'est un contexte qui sort un petit peu de l'ordinaire de la pratique en néphrologie. Parce que généralement, la PBR, c'est les chroniques et tout, on ne dialyse pas. Et là, vous avez préconisé de faire attendre 24 heures pour faire la dialyse. S'il y a indication. Là, je pense, on le fait avec rinçage sans injection. C'est pour ça qu'on attend les 24 heures et s'il y a urgence avant les 24 heures, est-ce que je le fais et je prends le risque avec un... C'est par rapport aux 24 heures. S'il y a urgence d'hémodialyse avant les 24 heures. Comment faire? D'accord. De principe, on dialyse le malade avant de faire la biopsie rénale, parce qu'on sait les toxines urimiques, l'accumulation de l'urée, c'est un état qui favorise le saignement. Donc une bonne dialyse avant la biopsie, la veille de la biopsie rénale, on fait la dialyse, on est plus tranquille pour faire la biopsie rénale, et la régénération de l'urée et des toxines se fait doucement, c'est-à-dire le rythme de régénération nous donne le temps d'attendre le lendemain généralement pour refaire la séance de dialyse. Plus on évite les anticoagulations, l'anticoagulation donnée comme ça dans le circuit, mieux ça vaudra. Peut-être anticoagulation du circuit avec de la protamine, peut-être uniquement le rinçage si on peut le faire. En tout cas, ça dépend de l'état de coagulabilité du patient. Donc il y a certains patients qui coagulent énormément. Ils auront besoin d'une anticoagulation pour ne pas faire votre séance outrepasser l'anticoagulation. Là, vous êtes obligé de le faire. Mais le faire, si on peut le faire, juste les circuits, c'est-à-dire bloqués par la suite avec la protamine. Utiliser la protamine après l'utilisation de l'héparine à petite dose. Mais je vous dis que si le malade a été bien dialysé avant, généralement, on peut facilement attendre le lendemain pour avoir la nécessité de le dialyser. Il faut savoir qu'il y a la cicatrice de la biopsie rénale qui va tomber dans les 4-5 jours. Donc là, il ne faut pas hésiter à garder sous surveillance le patient qui a été biopsié durant les 10 jours qui vont arriver et peut renseigner à distance. Merci. Monsieur Bouchir, notre doyen demande la parole. On va lui laisser très courte. Allez, Monsieur Benabadji, intervention très courte. Le temps nous presse.
juste pour l'auditoire, la spécialité néphrologique du spécialité resplendissante. Il fut un temps, quand j'ai débarqué, actuellement, à tel enseigne, quand on me courait après, vous êtes néphrologue, je ne suis pas néphrologue parce que les gens me ramenaient 4, 5 grammes, 6 grammes d'urée, 10 grammes d'urée. Je ne suis pas néphrologue. Actuellement, on ne meurt plus du rein. Actuellement, en Algérie, on ne meurt plus du rein. C'est interdit de mourir du rein. Nous avons toutes les dispositions, possibilités thérapeutiques, tout ce que vous voulez pour pouvoir faire face à la situation. On ne meurt plus du rein en Algérie. Vous avez vu ce matin, on ne parle plus de dialyse en néphro. On parle de médecine interne. Nous sommes des internistes. Vous avez eu la réa, la cardio, la diabéto, la grossesse, tout ce que vous voulez, la pédiatrie. La néphro est au carrefour des différentes spécialités. On est obligé de tout connaître. On connaît tout. Le malade vient, on épluche tout et on arrive au diagnostic. Actuellement, il y a encore des insuffisances rénales. Un malade sur 3 qui arrive pour cause indéterminée. On ne sait pas pourquoi le rein est mort. Les 2 reins sont morts. On est encore en retard. On doit avancer. Les maladies génétiques, tout ce que vous voulez, on est encore en retard, mais on doit avancer. Mais sur le plan pratique, il y a actuellement 1000 néphrologues répartis sur le territoire. Il y a des relations entre les néphrologues. Les malades sont pris à l'échelle nationale. Tous les malades sont pris en charge. C'est de la réa, c'est de la néphro, c'est de la médecine interne. Mais on répond à toutes les demandes. C'est la seule spécialité où l'organe est un traitement de substitution. C'est la dialyse, c'est le rein artificiel, c'est la greffe rénale. Nous faisons le maximum. Et la greffe rénale, encore on est en retard. C'est le cadavre, c'est le cadavre, c'est le cadavre. Mais nous faisons tout pour que la néphrologie reste au centre. On est dépendant de toutes les autres spécialités. C'est avec les autres spécialités qu'on travaille. Les maladies infectieuses, les internistes, la cardio. Le gros problème qu'on a maintenant, c'est la diabéto et c'est le problème de l'hypertension artérielle. Un malade sur 2 ou 2 malades sur 3 qui arrivent actuellement en dialyse chez nous, c'est la diabéto, c'est la grande catastrophe. La diabéto, l'hypertension artérielle. Je vais plus loin. Je vais plus loin pour vous dire que le traitement de dialyse revient énormément moins cher. Le traitement de dialyse revient énormément moins cher. Quand je suis revenu de France, quand on me présentait une enveloppe où il y avait de la diabéto, on va mourir à la maison. Là, je vous le dis clairement, un malade, 6 grammes d'urée, diabétique, et plus de 50 ans. Maintenant, c'est la dialyse privée. C'est le privé qui règle les problèmes. À l'époque, la dialyse, les hôpitaux étaient surchargés de malades. On prenait les malades jeunes. Maintenant, avec la dialyse privée, ça se développe. Mais ça revient énormément cher. La grande pathologie, la grande actuellement pathologie en plus diabète, c'est le problème du cœur. La coronarographie, ça ne nous intéresse pas beaucoup, parce que chaque fois qu'il y a un coronaro, etc., ça dépasse. C'est la chimiothérapie, c'est l'oncologie, c'est la coronaro, c'est l'oncologie, ça nous emmerde. La coronaro, ça nous emmerde. Et les oncologies, ça nous emmerde. Merci, M. Benabadji. Et M. Benabadji, une petite précision. Donc, avec nous, les infectiologues, on a un petit problème. Bon, alhamdoulilah, à Bjaya, on n'avait pas ce problème, mais à Sétif, on avait les patients sidéens qui ont une insuffisance rénale et qui nécessitent une dialyse. On avait un cas, donc à Sétif, ça fait plus de 10 ans, il faisait sa dialyse à Biskra. Il était hospitalisé chez nous, donc il doit revenir chaque 3 jours à Biskra pour se faire dialyser et revenir à Sétif pour continuer son investigation. Donc si on a des malades VIH positifs qui nécessitent donc une dialyse ou insuffisance rénale, est-ce qu'on le dialyse en toute sécurité? Merci. On a un cas similaire au service. On a un cas similaire au service. Ok, dialysé sans aucun problème. Donc, je suis obligé d'arrêter. Merci, cher maître. On passe à la pause déjeuner. C'est servi juste à côté.
on essaiera de prendre 20 minutes, 30 minutes, on reprend la dernière séance. Je vous remercie, bon appétit.